Et avec nous pour en parler, la journaliste qui a révélé l'enquête ici en France dans les pages du Monde, collaboratrice à France 24, Dorothée Kellou. Bonjour. Bonjour. On va peut-être rappeler le fond de l'affaire et comment vous avez été amené donc à révéler ces éléments concernant Lafarge en Syrie. Alors j'ai été contactée en février 2014 par un employé de Lafarge en Syrie qui avait été kidnappé pendant la guerre. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches. Quelle était cette usine située au nord de la Syrie donc cette filiale de Lafarge qui fonctionnait dans un environnement en guerre avec des groupes armés, notamment à partir de 2013, le groupe État islamique qui a pris le contrôle des routes autour de l'usine et des villes qui ont été clés pour les approvisionnements en matières premières, par exemple à Raqqa. Voilà, j'ai toutes ces questions qui se sont posées et petit à petit, j'ai pu avoir accès à des témoignages d'employés qui travaillaient pour Lafarge en Syrie et des mails de la direction. Et avec tous ces éléments, j'ai pu effectivement prouver un financement indirect de groupes armés, dont l'État islamique. Alors rappelons, cette filiale LCS, elle continue son activité, elle poursuit son activité entre 2011 et 2013, alors même que la Syrie, à cette époque, est sous embargo. Alors effectivement, il y a plusieurs grandes entreprises multinationales comme Total ou Bel Air qui décident de quitter la Syrie pour se conformer aux sanctions donc, européennes qui interdisaient notamment l'achat de pétrole en Syrie. Lafarge qui se situe donc au nord de la Syrie, dans une région relativement préservée jusqu'à 2011-2012, maintient l'usine en activité et effectivement au prix d'arrangements avec des groupes armés qui lui coûtent cher aujourd'hui, on le voit dans la presse. Oui, parce que cette région de Djalabia tombe sous le contrôle du groupe État islamique. Et là, pour poursuivre donc l'activité de cette filiale, eh bien, il faut en passer par des négociations directes avec ce groupe. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc Lafarge a effectivement, à un moment donné, dû faire face à une réalité sur le terrain de groupes armés qui contrôlaient les checkpoints, les routes et les villes, notamment les forces kurdes du PYD, puis l'État islamique à partir de 2013. À ce moment-là, il y a aussi Jabhat el-Nusra. Donc, c'est vraiment par l'intermédiaire de son partenaire local, notamment Firas Tlas, que Lafarge va nouer des liens et mettre en place un système finalement de financement pour ces groupes. La question, bien sûr, c'est de savoir si la direction de Lafarge en avait connaissance à l'époque, puisqu'il s'agissait d'une filiale. Alors effectivement, c'est la question à laquelle cherchent à répondre les juges depuis l'ouverture de cette enquête judiciaire. Il apparaît dans de nombreux documents que très tôt, beaucoup de ces responsables étaient effectivement au courant et savaient qu'il s'agissait de groupes terroristes, puisque j'ai pu lire dans un document de l'automne 2013 du comité de sûreté de Lafarge qu'effectivement, ils étaient conscients que ces groupes avaient une considération terroriste. Ce qui vaut donc une mise en examen à 8 dirigeants ou anciens dirigeants du groupe, dont l'ancien PDG Bruno Lafont. Ce qui est nouveau aujourd'hui, bien sûr, c'est cette mise en examen de la personne morale, Lafarge, l'entreprise donc. Voilà, maintenant il s'agit plus seulement d'individualité. L'ancien PDG de Lafarge, l'ancien PDG de Lafarge Holcim, c'est réellement la personne morale. Donc c'est toute finalement une entreprise et les dysfonctionnements à l'intérieur de cette entreprise. Donc à la fois la responsabilité d'un PDG, la responsabilité à la fois peut-être même d'actionnaires qui étaient au courant, qui auraient dû demander l'arrêt de cette usine, jusqu'à où l'information est remontée et pourquoi des décisions de fermeture n'ont pas été prises suffisamment en avance. Au risque, en tout cas au péril peut-être de la vie d'employés qui travaillaient sur place. Alors effectivement, c'est un autre chef d'inculpation, c'est mise en danger de la vie d'autrui. Il y a beaucoup de ces employés qui ont été kidnappés pendant la guerre, qui étaient vraiment contraints par moment de se rendre à l'usine et de faire face finalement aux menaces, intimidations et même kidnapping de groupes armés comme le groupe État islamique. Donc c'est une vérité sur le terrain que j'ai pu documenter à partir de témoignages. Ça, c'est une autre question que les juges sont en train d'investiguer. Le chef de complicité de crimes contre l'humanité, ça suppose donc une complicité dans la mise en œuvre de ce qui a été par le groupe État islamique un crime contre l'humanité, contre les populations locales. Quel a pu être le rôle de Lafarge en tant qu'entreprise? On évoque notamment la vente de ciment.
Alors effectivement, ça fait partie des éléments d'enquête actuellement. Le paiement de laissez-passer, le paiement de taxes à l'État islamique, le paiement également de matières premières et éventuellement la vente de ciment. Ça, c'est une nouvelle question qui se pose. Et tous ces financements finalement indirects ou directs du groupe État islamique ont permis à l'organisation de fonctionner et de consolider même son emprise sur une région. Et les juges n'excluent pas finalement que ces paiements aient pu servir à ces attentats qui ont eu lieu sur le territoire français en 2015. Alors l'entreprise, depuis, a changé en partie d'actionnariat, puisqu'elle est devenue franco-suisse, avec donc le cimentier Holcim. Il y a une fusion. Aujourd'hui, eh bien, le groupe indique que sa filiale va saisir la Cour d'appel pour contester des infractions qui, selon lui, ne reflètent pas équitablement ses responsabilités. Ça veut dire que cette affaire elle risque de durer encore longtemps, d'autant qu'on est là confronté face à une situation assez inédite, la mise en examen pour crime contre l'humanité d'une personne morale. Oui, effectivement, c'est une décision historique. Jusque-là, aucune de grandes entreprises françaises ou même internationales, mondiales, n'avait été poursuivie, mise en examen pour ce type d'accusation. Véritablement, c'est un coup de tonnerre pour Lafarge et bien sûr pour d'autres entreprises qui continuent de fonctionner dans des zones de conflit armé et qui pourraient finalement être tentées par l'idée de payer à des groupes armés pour pouvoir fonctionner. Il y a plusieurs ONG qui sont portées partie civile. Qui sont les parties civiles d'ailleurs dans cette affaire, Dorothée Kellou? Alors il y a plusieurs parties civiles, il y a notamment Sherpa. Je ne les ai pas toutes à l'esprit là, mais le principal finalement est Sherpa qui a porté plainte contre Lafarge et permis l'ouverture de cette enquête judiciaire. Se pose une dernière question, celle de la responsabilité des autorités françaises de l'époque. Alors ça, c'est une autre question. Qui était au courant, quand les responsables étaient au courant? Et puis, effectivement, les autorités françaises, Jean-Claude Veillard, qui était donc responsable de la sûreté pour Lafarge à Paris, a indiqué qu'il avait des rendez-vous régulièrement avec la DGSE, la DGSI et même la direction militaire de François Hollande à l'époque et qu'il ne cachait aucune des informations qu'il avait en sa possession. Le degré de connaissance et peut-être même d'instruction qui aurait pu être donné au groupe. Voilà, il y a d'autres anciens responsables maintenant de Lafarge qui ont effectivement pu dire que le Quai d'Orsay avait incité Lafarge à rester. Après, est-ce qu'il s'agissait de garder un monopole dans un pays en guerre qui est maintenant en reconstruction déjà voilà, c'est beaucoup de questions qui vont continuer à se poser et puis dont on va pouvoir comprendre finalement la teneur au fur et à mesure de cette enquête. Merci beaucoup, Dorothée Kellou. Je rappelle donc l'enquête que vous avez menée sur les activités de Lafarge en Syrie et aujourd'hui donc cette mise en examen de l'entreprise. L'ONU